Alors en fait, il faut savoir que je fais beaucoup de veille et comme je vais beaucoup à l'hôpital, j'ai énormément de temps et que j'étais tout le temps avec mon téléphone. Comme j'y passe du temps et comme moi je reste beaucoup alitée, j'ai un ordinateur à côté, une tablette à côté, un téléphone. Je suis hyper connectée tout le temps parce que c'est ce qui m'aide à oublier que je suis malade et j'ai besoin que mon cerveau soit occupé, sinon je vais pas très bien. Donc j'ai connu ça comme ça. Et je m'y suis intéressée et je m'y suis moi-même formée. J'ai appris toute seule à faire ça. Ça prend pas forcément beaucoup de temps, c'est juste qu'il faut s'y connaître et un petit peu bidouiller. Mais c'est à la portée de presque n'importe qui si on a un peu de connaissances techniques. Bienvenue dans Yaka, le podcast qui te fait oser. Un podcast proposé par Abeille Assurance. Je peux pas le faire. J'ose pas. Ouais, plus tard. Je vais pas y arriver. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Non, plus tard. Plus tard. Yaka Faucon. Yaka. 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 Épisode numéro 10. Transformer l'IA en assistant médical, je l'ai fait. 34. C'est le pourcentage de Français ayant déjà utilisé l'intelligence artificielle générative pour poser des questions relatives à leur santé. C'est ce que révèle un sondage de l'Institut Flash en avril 2025. De plus, 4 sondés sur 10 ont confiance dans les réponses fournies par l'IA. Comme le rappelle l'Institut l'INSERM, les LLM, qu'on peut traduire par grands modèles de langage, en somme, on parle de ChatGPT et de Copilot par exemple, eux sont entraînés pour produire des énoncés vraisemblables pour un lecteur humain, mais ne sont pas capables de discerner ce qui est véridique de ce qui ne l'est pas. Autre chiffre plus étonnant de l'étude, 1 Français sur 3 serait disposé à subir une opération chirurgicale entièrement pilotée par une IA sans intervention humaine. Pourtant, la première intervention chirurgicale de ce type ne date que de cette année. Aussi, pour s'éloigner concrètement de tout effet de science-fiction, une question mérite d'être posée. À quoi sert exactement l'IA dans le domaine de la santé ? Eh bien, le champ d'intervention est très large. De la détection précoce des troubles au suivi des patients en passant par la découverte de nouveaux médicaments ou l'aide à la décision, l'IA a en effet le potentiel d'améliorer le quotidien des patients et des professionnels de santé. Sans oublier les menaces cyber contre lesquelles les systèmes de santé pourraient se défendre grâce à l'IA. Et puis, il y a une dimension à laquelle on ne pense pas tout de suite, la gestion des rendez-vous médicaux quand on est malade. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais c'est pourtant un point qui peut s'avérer être très lourd à gérer en termes de charge mentale. On va en parler justement avec Julie, qui nous fait le cadeau d'être avec nous. Et je dis cadeau parce que ce que Julie s'apprête à livrer relève à mon sens du cadeau tant son histoire personnelle est marquante et empreinte d'un courage sans nom. Je tiens aussi à prévenir les âmes les plus sensibles, ce qui suit risque de vous bousculer, libre à vous de rester. Julie, tu es donc arrivée en 2018 au studio créatif d'Abeille Assurance. Tu travailles sur le design du site internet et tu fais aussi du développement web. Et en juillet 2020, c'est là que tout s'arrête pour toi. Je te laisse nous raconter. Effectivement, comme tu le dis si bien, en juillet 2020, tout a failli s'arrêter pour moi. Je m'autorise un petit peu à faire un retour en arrière. Ouais, je souffre donc d'une endométriose et je me suis fait opérer en 2019, le 13 février 2019, par un des meilleurs chirurgiens à Bordeaux. Des lésions que j'avais, je précise les lésions, je n'avais sur les ovaires, l'utérus, les ligaments utérosacrés, ainsi que la vessie. Lors de cette opération a été trouvé que j'en avais effectivement aussi sur le diaphragme et surtout sur une grosse partie de mon système digestif. Quand on m'a opéré, on m'a prévenu que je pouvais avoir une péritonite et donc que ça pourrait être très très grave. Et que je devais me faire réopérer derrière. Mais le chirurgien de là-bas m'a dit que j'avais quand même encore un peu de temps, que je pouvais prendre du temps, et que j'avais peut-être une chance sur 1 million de faire cette fameuse péritonite. C'était l'équivalent de 0,01% de chance. Après cette opération, moi, je me suis sentie bien. Donc, mes douleurs allaient mieux. J'étais moins absente vis-à-vis du travail. Donc tout se passait bien, j'étais assez contente. Et le 22 juillet 2020, je me retrouve à l'hôpital Foch. Les pompiers sont venus chez moi, les médecins sont venus chez moi. Mon ventre est devenu tout dur. Je suis allée à l'hôpital Foch. Et là, le 24 juillet, première grosse opération, parce qu'il doit
à l'hôpital Foch, que je fais une péritonite. Donc, que je fais une péritonite et pas des moindres, puisque ils me font d'abord une première cystoscopie et ils me retirent 4 litres de sang. Je reste en réanimation parce que mon état se dégrade. Il s'avère que le sang qu'ils m'ont retiré était aussi recouvert d'une bactérie. Et donc, il fallait faire vite. Donc, une semaine plus tard, j'étais en réa, j'étais branchée de partout. Je ne pouvais même pas me laver moi-même, ni aller aux toilettes, ni rien faire. Du coup, ça t'avérait qu'on m'a refait une deuxième opération beaucoup plus lourde, parce qu'on a fait venir ma famille. Et pour dire à mes parents, Madame, on n'est pas sûr de pouvoir sauver votre fille, elle est en train de s'infecter partout, il faut faire vite. Donc le 31 juillet 2020, je suis repassée au bloc opératoire pour une très longue opération. 16 heures. 16 heures, tout à fait. 16 heures d'opération où, eh bien, en fait, je vais utiliser un peu des mots un peu crus. Ils m'ont ouverte en deux, tout le ventre. Ils ont, désolé pour les mots, retiré mon intestin grêle et, si je peux dire, passé à leur produit que j'appellerais un coup de Karcher à l'intérieur pour enlever les moindres petites collections, on appelle ça des collections de bactéries, ou les amas de là où il y a de la bactérie Escherichia coli, parce que la moindre bactérie qui restait pouvait alors être fatale pour moi. Donc après 16 heures d'opération, forcément, moi je retourne en réanimation. Et vient ensuite le parcours du combattant pour me donner un traitement, c'est-à-dire que j'étais branchée à des machines toute la journée, toutes les demi-heures, ça sonne, il faut savoir que vous êtes en réanimation. J'étais consciente de tout ce qui m'arrivait, mais j'avais des douleurs comme pas possible. Et j'avais ce qu'on appelle à l'intérieur de moi, donc j'avais des drains thoraciques, ça fait extrêmement mal, des redons et des lames. Ce sont des choses que des infirmiers ou des médecins viennent vous tirer tous les jours pour ne pas que ça reste collé, en fait. Tous les jours, et on vous les tire de 1 cm. Vous êtes conscient, vous savez, ça fait extrêmement mal. Mais avec la morphine, on continue la morphine, plus j'étais toujours sous antibiotiques. À la suite de ça, je passe à peu près 1 mois en réanimation. Après, je remonte, en fait, au service gynécologique. Je reste, il me semble, un bon mois là-bas, en août 2020. Je perds énormément de kilos. Je pense que quand je suis remontée, je suis arrivée en juillet 2020, 47 kilos. Je suis allée en réanimation, plus après remontée en gynécologie. Je faisais 32 kilos. Je ne mange toujours pas, faut savoir. Je suis sortie chez moi, je pense, fin août, début septembre 2020. J'arrive chez moi, donc avec le traitement des peptides, forcément, j'ai plein d'effets secondaires. Je crois que je fais tous les effets secondaires de la liste du médicament. J'ai énormément mal, j'ai mal toute la journée. Je dois rester alitée les 3/4 du temps. Et puis quelques mois se passent. Ça va un petit peu mieux. Je me dis que j'en vois un peu le bout. Et puis en fait, non. Parce que je commence à faire des rechutes. Au mois de novembre 2020, je vois que je commence à manger, mais que mon digestif se re-arrête. Donc je vomis. Et je vomis pas qu'un peu, je vomis tous les jours, 2, 3, 4 fois par jour. Je mange et toute la nuit, je passe à vomir. Je retourne à l'hôpital, je reviens, je retourne à l'hôpital. Et en fait, je repars hospitalisée parce que mon système digestif s'arrête. Et là, c'est là que en fait, le deuxième schéma commence. C'est-à-dire que après la première opération, on m'avait dit que j'aurais du mal à m'en remettre, mais à ce compte-là, c'était vraiment très compliqué. En gros, on m'explique qu'une fois qu'on trouve ce système digestif et puis qu'on vous l'enlève, qu'on vous le remet, plus avec les lésions d'endométriose que j'ai, les lésions qui sont à la dernière anse de l'intestin grêle, qui s'appelle l'iléon, qui après touche le grand côlon. Moi, elle est très fortement rétrécie. Plus, il y a une plaque d'endométriose qui bouche un peu. Donc, à chaque fois que je mange, à chaque fois que la nourriture elle arrive ici, ça ne passe pas. Du coup, ça fait ce qu'on appelle une occlusion. Et là, vous avez 3 heures pour aller à l'hôpital. Ils vous passent une sonde nasogastrique et ils vous mettent en aspiration. Et vous vous sentez mieux, mais dès que vous remangez, ça recommence. Donc, ce qui s'est passé, c'est que de décembre jusqu'à avril 2021, je suis à l'hôpital. Et on m'a dû me réopérer une deuxième fois en janvier 2021. Je crois que ça a duré 11 heures ou 12 heures. Et tu es nourrie par une PICC line, c'est ce que tu me disais. Ouais. Une PICC line, c'est un cathéter qui sert à alimenter de faison artificielle un patient. C'est ça, exactement. J'allais venir. J'ai faim. Tu me dis, j'ai faim. Ouais. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a marqué. Tu me disais, pour ne pas avoir faim, pour contenir cette faim, qu'est-ce que tu faisais ? Ouais, je regarde des vidéos de gens qui mangent. Voilà. Parce qu'en fait, la faim vient de base de notre cerveau. Donc en gros, quand il me passe les poches à manger ou que j'ai un coup de mou, je regarde des gens qui mangent. Moi,
À l'époque, j'adorais manger des crêpes aux gruyères. Je regardais des gens manger des crêpes aux gruyères. Voilà. Manger par procuration. Okay. Voilà, manger par procuration. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Mon état est stable. Je m'oriente un peu vers des médecines alternatives. Donc, je suis suivie toujours à Foch avec les psychologues, les centres antidouleurs, les groupes de parole. Et puis, la naturopathie, qui m'a beaucoup aidée. Et tu as un travail sur les lobes de l'oreille aussi. Ouais, parce que exactement. c'est relié au système digestif. Ouais, c'est ça, c'est le centre antidouleur qui fait ça. Ça s'appelle de l'auriculothérapie. Wow, okay. En fait, on vous met des petites aiguilles sur les oreilles. Et en fait, c'est relié avec votre nerf vague, qui, lui, est stimulé quand vous mangez. Donc, effectivement, j'ai ça. Donc là, si je reprends un peu le fil, on était en fin 2022, début 2023. Mon état est plutôt stable. J'arrive plutôt bien à le gérer entre les process que j'ai mis, la nourriture. Faut savoir que je mange sans gluten, sans lactose, très peu de sucre, que je pèse tous mes aliments, que je ne peux pas manger plus de 100 grammes. Sinon, désolée du mot cru, mais je vomis ce que je mange. Je ne peux pas boire et manger en même temps. Des trop grosses quantités, sinon ça finit forcément dans les toilettes et que j'ai des énormes douleurs. Donc, je fractionne un maximum. À ce moment-là, je fais toujours entre 35 et 38 kilos. Mon poids ne dépasse pas, mais avec tout ce que je prends en naturopathie, ça me permet je peux marcher, je peux faire des choses. Donc, je décide, contre toute attente, en 2023, de retravailler. Donc, je retravaille et je me dis comment je vais faire parce que, en fait, ça a toujours été ma plus grande volonté, c'était de retravailler avec tout ce qui m'était arrivé. C'était comment je vais faire pour allier travail et mes rendez-vous des médicaux pour ne pas m'y perdre et pour ne pas louper un rendez-vous médical. Et c'est là, en fait, que je me dis, je vais utiliser un peu d'IA et surtout d'automatisation pour m'aider à gérer tout ça. Donc, je reprends le travail et donc je mets en place une automatisation avec ce qu'on appelle Make. Donc, dès que je reçois un mail, que ce soit de Doctolib ou un mail qui parle de rendez-vous médical, en fait, ce que j'ai conçu, c'est une automatisation où ça va les repérer et les trier tout seul, les mails. Comment je pourrais dire, ça va faire un filtre, ça va extraire la date et l'heure du rendez-vous, ça va me créer un événement dans mon Google et après, ça va m'envoyer directement l'alerte sur mon téléphone. C'est-à-dire que moi, une fois que j'ai fait l'automatisation, que j'ai configurée avec Make, je n'ai plus rien à faire. Et ça va me l'envoyer 2 jours avant, 1 jour avant et 2 heures avant. Comment tu as connu cette application ? Est-ce que on t'en a parlé ? Est-ce que c'est toi qui, par curiosité ou par besoin, tu as fait tes recherches ? Alors en fait, il faut savoir que je fais beaucoup de veille et comme je vais beaucoup à l'hôpital, j'ai énormément de temps et que j'étais tout le temps avec mon téléphone. Et comme j'y passe du temps et comme moi, je reste beaucoup alité, j'ai un ordinateur à côté, une tablette à côté, un téléphone. Tu es hyper connectée. Je suis hyper connectée tout le temps parce que c'est ce qui m'aide à oublier que je suis malade et j'ai besoin que mon cerveau soit occupé. Sinon, je vais pas très bien. Donc, j'ai connu ça comme ça et je m'y suis intéressée et je m'y suis moi-même formée et j'ai développé cette automatisation. Je vais le dire, grâce à ChatGPT ou à des vidéos YouTube ou à Copilot. J'ai appris toute seule à faire ça. Ça prend pas forcément beaucoup de temps. C'est juste qu'il faut s'y connaître et un petit peu bidouiller. Mais c'est à la portée de presque n'importe qui si on a un peu de connaissances techniques, si je puis dire. Donc, j'ai mis ça en place. Et quand j'ai repris le travail en 2023, je n'ai loupé aucun rendez-vous. Parce que j'avais des rendez-vous à droite ou à gauche, que ce soit à Foch, à Thonon, à la Riboisière. Nickel. Comme je travaillais en médecine thérapeutique, je loupais aucun rendez-vous et c'était vraiment parfait. Je l'ai utilisé jusqu'à encore il y a peu. Maintenant, j'ai beaucoup moins de rendez-vous, mais je l'ai utilisé jusqu'à encore il y a peu et je suis très, très satisfaite. Tu me disais, on peut vite oublier les choses quand on souffre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est aussi pour ça que je l'ai fait, parce qu'en fait, ce que je voulais faire, c'était reprendre mon travail et être à 100% dans le travail. Et du coup, je me suis dit, si moi, je suis focus dans le travail, je vais forcément oublier que j'ai des rendez-vous médicaux. Ouais. Et d'ailleurs, c'est vrai que tu le dis là, on en avait parlé lors de notre entretien préparatoire, et tu le redis encore vraiment, là, tu l'affirmes, je veux travailler. Ouais. Ça, tu t'y accroches dur comme fer, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, quel est ton rythme de travail et comment Abeille Assurance te soutient ? Aujourd'hui, mon rythme de travail, je suis encore en mi-temps thérapeutique. Je fais le matin de 9h à 13h et j'ai tous mes après-midi. Comment Abeille Assurance me soutient, je pense que j'ai pour moi la meilleure équipe qu'il se doit au service communication, bienveillance, écoute et patience. Je pense que je ne pouvais pas rêver mieux. On est dans une grande société,
Les RH sont très sympas avec moi. J'ai jamais eu aucun souci. Tout est fait pour que je sois au mieux. Je suis en télétravail parce que c'est très dur pour moi de venir. Ne serait-ce déjà de voir que tous les midis, les gens ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent. C'est un peu forcément frustrant pour moi. Et là, je le dis, on devait être en duplex Oui. pour cet épisode-là. On avait aménagé justement un enregistrement à distance et tu es venue sur site. Je suis venue. Donc, merci De rien. d'avoir fait l'effort de venir. Ça me fait plaisir. Oui, donc du coup, on était en 2023, donc j'ai repris. Faut savoir aussi que l'année dernière, j'ai fait une rechute en 2024, en mai 2024. Alors, je sais pas pourquoi, mais moi, mes rechutes, elles se font toujours pendant les vacances. J'avais pris un mois de vacances en mai 2024 et mon digestif s'est encore de nouveau arrêté. Cette fois-ci, ça a été différent des autres. C'est-à-dire que je suis restée 3 semaines à l'hôpital et après, j'ai eu un PICC line de nouveau. Et les infirmiers venaient tous les jours chez moi pour me mettre des vitamines et de la nourriture. Et ce, de juin 2024 jusqu'à presque février 2025. Et tu travailles quand même. Et je travaillais quand même. Malgré les visites d'infirmiers. Exactement, tous les jours. Ouais. Comment l'IA t'aide à mieux gérer ton mi-temps thérapeutique ? En fait, il faut savoir que j'utilise assez souvent. En fait, je me soigne énormément aux plantes. Donc, que ce soit au niveau du système digestif, au niveau des douleurs que je peux avoir. Du coup, je pose des questions. Bien sûr, après, je vérifie avec un professionnel de santé ou avec ma naturopathe. Mais l'IA se trompe que très rarement. Et la moindre question que j'ai par rapport aux symptômes ou si je me sens pas bien, je peux poser une question. Que ce soit, je peux pas entrer dans les termes techniques, hein, mais si, par exemple, j'ai besoin d'aider pour aller à la salle, etc., du coup, je peux demander par rapport à quelle plante je peux prendre, qu'est-ce qui n'est pas bon. Même en termes de nourriture, quels sont les aliments que je vais plus digérer que d'autres. En fait, comme je lui ai renseigné mon profil de A à Z, du coup, maintenant, il me connaît bien. Donc, il sait me guider dans mes choix alimentaires. Et ne serait-ce que pour faire des plats qui sont plus faciles à digérer que d'autres. Même en termes d'alimentation, il est très, très fort. Que ce soit ChatGPT ou Copilot, hein, pour moi, il n'y a pas de... C'est la même chose. Ils sont très, très forts tous les deux. Et c'est un peu mon assistant personnel quand j'ai besoin et quand le corps médical n'est pas forcément tout le temps disponible. Je pense que ça a changé beaucoup de choses. Il ne faut pas trop en abuser non plus. Je ne dirais pas que ça va soigner des personnes qui sont atteintes de grandes maladies, mais des personnes qui doivent faire attention tous les jours, je pense que c'est vraiment un plus. Tu me disais, sans Make, donc l'application de gestion de rendez-vous, j'aurais été perdue. Je pense que j'aurais oublié plein de rendez-vous, puisqu'en fait, à me focuser sur le travail, parce qu'en fait, il faut savoir que je travaille et j'ai quand même de la douleur au quotidien, que je souffre tous les jours. Sans Make, j'oubliais des rendez-vous. J'oubliais. Et est-ce que tu as utilisé l'IA pour traduire des analyses, des comptes rendus médicaux ou même pour suivre un traitement Oui, mais maintenant, comme je connais très bien le jargon, j'ai plus forcément besoin, mais je l'ai fait pour ma maman qui connaissait un peu moins, ou ma famille pour expliquer. Pour vulgariser. Pour vulgariser, oui. Sinon, moi, je comprends tout. Je peux parler avec un médecin de tout ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas vocation à être médecin. Je trouve ça passionnant. J'ai appris énormément en étant de nombreux mois à l'hôpital. Mais non, maintenant, tout... mais si besoin, un mot que je comprends pas, on le tape dans l'IA, dans le chat GPT, ça nous explique et ça vulgarise. Et forcément, comme les médecins, ils n'ont pas beaucoup de temps de nous expliquer, ils passent nous voir quand on est à l'hôpital 10 minutes, on peut pas leur poser autant de questions, puis souvent les questions ils viennent après parce qu'on est un peu déboussolé par notre état. Du coup, en fait, c'est un peu un assistant, en fait, ça nous rassure. As-tu remarqué une amélioration dans la qualité du suivi médical grâce à l'IA ? Dans les diagnostics, dans les téléconsultations, alertes. Ouais, complètement. Complètement. Il y a de plus en plus de choses qui sont développées avec l'IA. Je pense notamment à la photobiomodulation. C'est nouveau. En fait, c'est la machine que j'avais sur moi et je pense que ça, c'est des choses qui sont un peu connectées avec l'IA. En fait, je pense que... En gros, moi, j'en faisais à Foch, et après, ils font des reportings, et après, tout est généré avec l'IA, les reportings. Donc oui, je pense qu'ils s'en servent beaucoup. Après, je pense que même eux s'en servent pour même faire leur compte-rendu. Je pense de temps en temps, j'ai vu des comptes-rendus qui étaient beaucoup plus rapides qu'avant. Je pense qu'il y a de l'IA là-dedans. Mais après, avec leurs paramètres de sécurité, est-ce qu'ils en ont le plein pouvoir ? Je ne sais pas. Te sens-tu en confiance avec les outils médicaux qui utilisent l'IA ? Totalement. Pour moi, l'IA, je pense que... L'IA, des gens en ont peur, mais pour tout ce qui est médical, je pense que c'est une très, très grande avancée. Il y a des professeurs, Dr Ben Difala notamment, que je suis sur LinkedIn, qui opèrent
Genre, il peut être à Madrid et opérer des patients à Paris juste avec un robot et qui pilote via l'IA. C'est vraiment vrai. Je vous invite à regarder sur LinkedIn. C'est fou, en fait. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Julie, il faut savoir quelle est ce qu'on appelle plus communément une geek. Vous voyez, chez elle, il y a des néons fluo, ça clignote, on se croirait dans Star Wars. Bref, toi Julie, tu es entrée dans l'ère de l'IA bien avant une bonne partie du commun des mortels et bien avant d'avoir eu besoin de l'utiliser comme assistant médical. Et je voudrais te partager cette donnée issue d'une étude Ipsos de 2024. 2/3 des répondants estiment que l'IA apportera opportunités et solutions. La moitié dit en revanche en avoir peur. Est-ce qu'au début, face à la nouveauté, et c'est plutôt naturel, tu en as eu peur de cette IA? Non. Non, j'ai pas eu peur de l'IA et j'ai pas peur de l'IA. Je trouve que c'est vraiment une belle avancée. Alors, il y a certaines personnes qui pourront dire oui, ça va tuer des métiers. En fait, je pense que l'IA, elle est là pour justement nous faire apprendre plus vite, nous faire comprendre des choses plus vite, nous faire essayer de faire d'autres choses. Moi, je découvre tellement de choses, même par rapport à mon métier, et on pourrait y revenir juste après. On peut apprendre, on peut faire des choses, même en termes d'informatique. Enfin, moi, j'aime bien développer, je vais un peu plus loin dans ce que je fais dans le développement. Ouais, j'ai des questions par rapport à ça, justement, voilà. On va l'aborder. Donc ouais, non, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur, je pense qu'il faut essayer. Je suis persuadée qu'on peut tous y trouver son compte dans l'IA et apprendre, en fait. L'IA a-t-elle changé ta manière de collaborer avec tes collègues ou des clients internes en général? Alors, on l'utilise tous un peu, on a copilote. Je vais peut-être m'adapter à la personne avec qui je parle. Je vais peut-être utiliser pour reformuler des phrases par rapport à comment la personne parle en face, pour plus lui parler professionnellement. Je m'en sers pour ça. Je vais pouvoir m'en servir. J'ai développé, en partie avec Copilot et ChatGPT, un plugin pour les caractères spéciaux dans un emailing. En fait, on appuie sur CTRL-MAJ-E et sur une phrase et ça formate en caractères spéciaux. Donc ça, c'est ce que tu as développé, toi, ouais. En autodidacte. Ouais, avec l'IA. C'est ça, c'est avec l'IA et l'équipe s'en sert. Voilà, c'est un petit plugin qu'on met sur VS Code avec mes connaissances et avec l'IA. Parce que moi, toute seule, je ne suis pas développeur. Je sais faire des choses, mais sans l'aide de l'IA qui m'a guidée pas par pas, je l'ai fait. Et ça marche. Est-ce que tu as l'impression qu'elle t'a rendue plus performante? Bien sûr. Et je suis persuadée que chacun d'entre nous, que ce soit toi ou moi, avec l'IA, on peut devenir tous plus performants. Après, il faut le vouloir. Après, il faut aimer apprendre. Après, il faut chercher, il faut fouiller. C'est curieux. Il faut être très curieux. Et j'adore, en fait. Je trouve que l'IA, c'est un monde ouvert. C'est comme un peu l'avènement d'Internet. Tout le monde avait peur d'Internet au début. Et puis, au final, maintenant, il y a des milliers d'emplois avec Internet. Il y a des milliers d'emplois dans l'informatique. Donc, je pense que l'IA, c'est une nouvelle ère. Alors, pardon, Julie, mais on le sait, pour ceux qui te connaissent un peu, tu n'es pas championne d'orthographe. Non. Et tu te sers de Copilot ou tu demandes à Agnès Busson de te corriger? Je me sers de Copilot. Et juste pour rappel, Agnès Busson, c'est la responsable éditoriale du site AB Assurance, grande prêtresse de la langue française et chasseuse de coquilles récalcitrantes. Bonjour à toi, Agnès. Quel changement positif ou négatif as-tu constaté depuis l'intégration de l'IA dans ton métier? Positif, je dirais, ouverture sur différentes... un peu d'ouverture sur différentes techniques de dev que je connaissais pas trop. L'impression qu'on peut demander des choses... Quand on va avoir, par exemple, une idée de quelque chose, on peut lui demander, donner des exemples. Elle peut faire facilement des planches de tendance. Elle peut répondre à une question type pour avoir des idées, par exemple, pour faire un logo ou pour faire une illustration. Si on lui donne des bases, elle va pas faire le travail à notre place, mais elle va pouvoir nous aider, peut-être à avoir une idée ou alors à... L'idée qu'on avait dans notre tête, on lui explique, elle va peut-être générer, peut-être en 1 ou 2 minutes, quelque chose qui va peut-être ou pas répondre à ce que nous, on voyait. Alors, peut-être ou pas que ça va marcher, ça dépend du prompt, et le prompt est hyper important. Plus on va faire un bon prompt, lui dire ce qu'on veut, détailler le prompt, plus l'IA va être capable de nous dire, de nous pondre ce vers quoi on voulait se tourner. Merci, Julie, de nous avoir raconté ton parcours de combattante, de nous avoir partagé ta vision de l'IA. Et pour celles et ceux qui hésiteraient encore à s'en emparer, faites comme Julie, commencez par déterminer un besoin et voyez si l'IA peut y répondre. Le but
est en juste de vous débarrasser d'une charge mentale inutile afin de vous laisser faire ce qui vous plaît vraiment, ce qui vous stimule et ce que vous faites déjà très bien avec votre intelligence naturelle. Profitez des formations proposées par Abeille Assurance pour comprendre et gagner en facilité d'usage. On ne peut juger de l'utilité d'un outil qu'après l'avoir vraiment pratiqué. Après tout, retourneriez-vous aux cartes routières en papier quand vous pouvez utiliser votre GPS ? À bientôt dans un nouvel épisode de Yaka. Vous venez d'écouter Yaka, un podcast proposé par Abeille Assurance.